Bienvenue dans le podcast Avocats en Lumière, le podcast où j'interviewe des avocats pour en savoir plus sur leur parcours et leur vecteur de communication. Je suis Hervé Talon, gérant de la société Studio Live Production, créateur de contenu photo et vidéo. Aujourd'hui, j'accueille Numa Isnar. Dans cet épisode, nous allons apprendre que la notion de chronologie peut être très utile à un avocat. Nous allons découvrir la Cour suprême d'Inde et nous allons terminer sur une note très positive. Bonjour Numa. Bonjour Hervé, merci de me recevoir. Pouvez-vous m'indiquer votre profession et me décrire brièvement en quoi elle consiste ? Alors, je suis avocat à la Cour. Mon métier, c'est de défendre les intérêts de mes clients en justice, mais également dans des activités de conseil ou de consulting. Avez-vous imaginé faire ce type de profession quand vous étiez enfant ? Alors, pas vraiment. C'est une profession que j'ai embrassée sur le tard. Bien que pourtant ayant grandi dans un milieu de profession judiciaire, puisque ma mère et mon grand-père sont huissiers de justice. Et c'est vrai que j'ai baigné dans cet environnement-là, mais la profession d'avocat était loin d'être une évidence. À dire vrai, même quand j'étais enfant, j'étais plutôt attiré vers les sciences et vers l'ingénierie. Et d'ailleurs, maintenant, j'ai réussi un peu plus ou moins à allier les deux par mes secteurs de prédilection, mais c'est vrai que c'est une profession qui m'a pris sur le tard. Y avait-il des avocats en dehors de ces personnes de votre famille qui étaient huissiers ? Est-ce qu'il y avait des avocats qui vous ont donné un peu l'envie, toujours quand vous étiez enfant ? Assez peu. Non, c'est vrai que l'univers familial, c'est des professions libérales, mais pas dans l'avocature. Mon père est expert comptable, donc on est profession du chiffre, profession du droit, mais plutôt officier ministériel. Et donc c'est vrai, assez loin finalement et paradoxalement de cet univers d'avocat. Alors bien sûr, vous en côtoyez. Moi, j'ai grandi dans une ville de province, Avignon, donc vous avez forcément le petit noyau d'avocats que vous connaissez de nom et de réputation. Vous avez toujours dans la profession des gens un peu haut en couleur, donc forcément les noms circulent. Et puis on voit un peu ce qu'ils font, les affaires qu'ils défendent dans les journaux, etc. Mais c'est vrai, ça peut être surprenant, une relation assez lointaine avec ce métier. Quel est votre parcours d'étudiant ? Est-ce qu'il était directement lié à votre profession de maintenant ? Effectivement, moi je suis un juriste et un puriste. C'est vrai que j'ai pas eu de parcours hybride. Je suis allé à la fac de droit après mon bac. J'ai fait une petite année de prépa pour tenter les Sciences Po après le bac, mais tout de suite après. Je me suis dit, et je pense que beaucoup d'étudiants sont dans cette situation-là, je suis plutôt attiré par des études supérieures plutôt orientées vers le verbe. Et donc, le droit est un peu une espèce de tronc commun intéressant, sans ayant vraiment de flamme pour certains métiers. Moi, j'ai eu le plaisir de me faire pas mal d'amis sur les bancs de la fac à Avignon, parce que c'est là où j'ai fait ma licence. Et qui, eux, en revanche, avaient vraiment le feu sacré pour la profession d'avocat, etc. Donc c'est toujours intéressant de voir ces parcours différents, et puis c'est aussi intéressant de voir comment les gens que vous connaissez, notamment en licence évoluent. Vous avez très peu, finalement, deviennent avocats ou même des professions juridiques, enfin, très peu dans le sens, moins que ce qu'on pourrait penser. C'est vrai que je crois qu'on en parle tout à l'heure, mais c'est vrai que le cursus juridique a cet intérêt que derrière ce côté très professionnalisant, il est finalement très général. Et vous avez beaucoup de profils qui se révèlent au long des études, et ça peut être surprenant de voir certains parcours. Et du coup, donc effectivement, licence de droit à Avignon, donc dans une petite faculté magnifique d'ailleurs, en plein centre-ville, enfin vraiment des conditions, plus avec le soleil du Sud, c'est quand même mieux que parfois le soleil de Paris-Sud, qui n'est pas le même. Et là où j'ai fait vraiment... j'ai très bons souvenirs parce que c'était une faculté, et c'est toujours une faculté qui n'a bien sûr pas la prétention d'être comme la Sorbonne, Assas, Paris-Sud, etc., mais qui a fait son devoir d'instruction fondamentale dans des matières juridiques, et puis aussi d'ouverture un peu des consciences à d'autres matières connexes comme la pensée économique, etc. Et c'était fait avec beaucoup de rigueur, avec beaucoup de passion aussi, parce que, à titre vraiment de détail, mais on avait le contrôle continu à une époque où c'était pas vraiment répandu dans les universités, donc un très bon souvenir de fondation. Et puis ensuite, effectivement,
je me suis dit, je vais essayer d'avoir de plus grandes ambitions et je suis parti à Paris et j'ai intégré la Sorbonne, donc Paris 1, en droit public général. Donc là, puisque je voulais avoir effectivement une vision plus large et plus experte des matières de droit public, de droit administratif, de tout ce qui touche vraiment à la relation entre les individus et les collectivités publiques et même l'État. Donc je voulais vraiment avoir cet approfondissement. Donc effectivement, une rencontre de choc avec Paris, parce que Avignon et Paris, c'est pas du tout la même, la même ambiance, c'est pas du tout la même échelle, naturellement. J'ai découvert aussi des enseignements exceptionnels, et c'est vrai que la Paris 1 est à la hauteur de sa réputation en droit public, c'est vraiment une excellente université. Et puis, à l'heure de la spécialisation et du Master 2, là, j'étais un peu en recherche d'une formation plus pratique, plus professionnelle et peut-être plus originale. J'ai toujours pensé que le Master 2 était très binaire. Soit vous allez dans un Master 2 qui est finalement la continuation logique de ce que vous avez fait depuis des années et vous souhaitez aller dans un niveau vraiment d'expertise très avancé. Soit, à l'inverse, vous cherchez quelque chose qui finalement vous met le pied à l'étrier au niveau professionnel. Et c'est vrai que moi, à l'époque, on parle de la profession d'avocat, c'était pas dans mes radars du tout. Et c'est un ami qui m'a appelé un jour et qui m'a dit, écoute, je sais que tu te creuses un peu la tête pour ces Master 2, tu sais pas trop vraiment quoi faire. Moi, à l'époque, j'habitais au Panthéon. Et cet ami me dit, viens me voir à Sceaux. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Où est-ce que c'est ça? Il y a peut-être quelque chose qui pourrait t'intéresser, un master, activité spatiale et télécommunication. Autant vous dire que la réaction a été un peu... au début, j'étais un peu hilar. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc qu'ils sont allés inventer dans cette ville inconnue qui est Sceaux? Donc je suis allé le voir. J'ai découvert Sceaux. Et j'ai découvert Paris Sud et ce master bien particulier. Alors, c'est vrai qu'au début, vous avez toujours une réaction un peu de... Surtout à l'époque, parce qu'on parlait moins du spatial, et c'est vrai que c'est bête, mais en 2010, les réseaux sociaux existaient depuis quelques années, mais c'était moins dans notre vie courante, le smartphone était très récent, donc c'était moins à la mode que maintenant, et pourtant c'était extrêmement important et capital, et d'ailleurs j'ai découvert vraiment il y a une vraie communauté, là pour le coup, dans ces deux industries-là, qui ont une relation très intéressante avec l'université, qui a vraiment tranché avec ce que j'ai pu voir à Avignon et surtout à Paris 1, où il y avait vraiment l'entreprise, les administrations qui étaient au cœur de ce master-là, très hybride. Et donc là, j'ai passé une année absolument formidable. On a voyagé, on a fait des choses extrêmement intéressantes au contact de l'industrie. Et voilà, et c'est là où après j'ai commencé à travailler, et pas en tant qu'avocat, mais dans les affaires publiques pour un organisme de représentation d'intérêt des opérateurs télécoms. Donc là, vraiment, pas loin de la profession d'avocat, mais toujours avec une certaine distance. Et puis c'est bien plus tard, c'est une année après mon entrée dans la vie active professionnelle à proprement parler, que là j'ai commencé une thèse en droit des télécommunications, qui portait sur le règlement des différends dans le secteur des télécommunications. Donc quelque chose de vraiment très particulier et assez inspiré de ce que je voyais dans ma vie professionnelle de tous les jours. J'ai vraiment voulu faire quelque chose, de sortir un peu la logique top-down, de vraiment avoir quelque chose du terrain et d'essayer d'en tirer une vraie réflexion académique et universitaire. Et voilà, et donc c'est après ce doctorat où j'ai bifurqué vers la profession d'avocat, où là je me suis dit c'est peut-être intéressant d'aller voir ce qui se passe vraiment chez les avocats, et là où j'ai eu l'occasion de réaliser un peu un rêve qui était d'étudier notamment aux États-Unis, et là j'ai pu aller à Berkeley faire ce LLM et faire un peu de business aussi, puisque j'ai pu aussi intégrer l'INSEAD, donc ça a été vraiment parachever mon cursus qui a été long effectivement. Alors, je voulais savoir, durant toutes vos études, est-ce que vous avez eu des mentors, peut-être votre ami au début, et des personnes qui vous ont fortement influencé justement pour orienter ces études? Alors c'est vrai que parfois on a un peu l'image du mentor, un peu cette personne qui vous prend par la main, qui vous incite à faire certains choix, qui vous oriente. Moi, c'est vrai que j'ai eu la chance de rencontrer
beaucoup de gens et des gens qui ont eu un impact, qui m'ont donné leurs conseils et que j'ai écouté. Et c'est vrai que j'ai pas de personne en particulier. C'est vrai que le milieu familial, forcément, c'est vos premières inspirations, c'est vos premiers mentors. C'est vrai que ce soit du côté de mon père, la profession du chiffre, ou que du côté de ma mère et de mon grand-père, la profession d'officier ministériel, là, forcément, ça vous influence sur certaines, je dirais, sur certaines visions. D'avoir notamment une vision plus réaliste aussi du secteur judiciaire, d'avoir aussi une certaine éthique professionnelle. Ça, c'est vrai que dans ma vie d'avocat, il y a une grande partie de mon éthique professionnelle, je la tire de ce background familial, parce que ce soit l'observation de la situation, d'essayer de garder un esprit de justice, ça, c'est des choses dont j'ai eu la chance d'avoir un contact très tôt. Et puis, la vision aussi de l'entreprise et de la réalité des faits, ça c'est aussi très important au niveau comptable, et ça s'est retrouvé dans cette pratique plus judiciaire. Le long des études également, effectivement, il y a des professeurs qui ont pu me marquer, notamment à Avignon. Il y avait un professeur d'histoire de la pensée économique, un normalien, type absolument extraordinaire, qui avait une capacité à inculquer des notions extrêmement complexes et techniques à des avocats, enfin à des juristes. Donc surtout, voilà, parfois ça va être un peu compliqué. Et lui m'a vraiment inculqué cette valeur de l'enseignement comme voilà, d'être toujours au service de l'étudiant. Et ça, moi, j'ai la chance de pouvoir enseigner. Et c'est vrai que c'est une éthique, là encore, professionnelle qui m'a beaucoup touché. Et également cette vision de l'histoire est importante, mais l'histoire dans le sens le cours n'est pas simplement une note technique, c'est d'abord une histoire, c'est d'abord un récit en fait, et c'est extrêmement important tant au niveau académique qu'au niveau professionnel, et ça parfois on peut l'oublier, on peut avoir malheureusement parfois des approches de la profession plus techniciennes. C'est très important, c'est d'ailleurs capital, mais c'est bien aussi d'avoir cette vision de récit, parce que même quand on va devant une juridiction, finalement, on raconte une histoire. Et la partie adverse, une autre version de l'histoire, mais c'est toujours une même histoire. Et ensuite, en termes de personnalité, c'est vrai que j'ai eu la chance de faire mon stage d'avocat avec maître Paul Linière chez Linklaters. C'est une personnalité un peu hors du commun, et c'est en plus quelqu'un qui était intéressant parce qu'il avait vu aussi que mon parcours était un peu spécifique, avocat sur le tard, et puis on est tous les deux docteurs en droit, donc il y avait une vision un peu pas spécifique, mais légèrement particulière du métier. Et c'est vrai que c'était quelqu'un qui a été extrêmement important, parce qu'il m'a pu m'amener à cette profession avec ces spécificités-là. Et puis également, si je devais citer quelqu'un d'iconique, ça serait aussi effectivement l'attorney général d'Inde, pour qui j'ai eu l'honneur là vraiment d'être stagiaire. Donc là, j'ai pu passer quelques mois à la Cour suprême là-bas en Inde, et j'ai vu quelqu'un vraiment pour le coup d'absolument exceptionnel. Là on parle c'est quelqu'un qui doit maintenant avoir plus de 90 ans et qui est encore sur le pont. C'est une énergie exceptionnelle, mais c'est aussi une très grande écoute. C'est quelqu'un qui est très éloquent, parce que justement c'est quelqu'un qui sait écouter. Et j'ai vu une éthique professionnelle, encore une fois ce mot ressort beaucoup, mais c'est ce qui fait notre profession. J'ai vu une grande éthique professionnelle, une grande expérience, et puis une grande bonté. C'est quelqu'un qui était très sympathique, très gentil, très avenant, très ouvert. Et puis cette vision aussi, et on reboucle un peu avec ce premier cycle à Avignon, et qui fait du coup écho dans le parcours, je trouve, cette vision du procès, de la question juridique comme un récit. Et c'est vrai que c'est lui qui m'a appris à faire notamment, alors ça c'est un peu à l'indienne, mais je le fais de temps en temps pour mes clients français, alors en off, mais c'est la fameuse liste des dates. C'est quelqu'un qui était obsédé par avoir une chronologie des cas qu'il devait traiter. Et j'ai pu voir nombre de fois en audience à la Cour suprême d'Inde l'efficacité extrême de ce procédé. Parce que le juge en face, la juridiction, ne voyait pas une théorie, une thèse défendue par une partie adverse, mais voyait vraiment une histoire racontée. Et forcément, l'impact est très important. Excellent conseil. Alors, en auriez-vous d'autres à donner à des étudiants qui souhaitent devenir avocats, et éventuellement même peut-être des étudiants qui voudraient avoir un peu un parcours similaire au vôtre? Alors c'est vrai que les étudiants qui se lancent à la faculté de droit en ayant la ferme intention de devenir avocat, ça déjà c'est une très bonne chose. Et si j'ai un conseil à leur donner, c'est d'essayer le plus vite possible d'avoir des stages.
d'avoir des stages dans des petits cabinets, dans d'autres professions du droit et du chiffre aussi, d'avoir une vision un peu transversale de ce secteur juridique, pour essayer d'avoir une culture une culture professionnelle en tout cas la plus large possible. Et ça, c'est vrai que c'est un véritable atout, notamment quand vous avez cet avantage de savoir dès votre première année que vous voulez aller vers la profession d'avocat. Parce que c'est vrai, encore une fois, et ça c'est pour être un conseil pour les autres étudiants en droit qui se posent des questions, paradoxalement, c'est de ne pas paniquer. Surtout dans cette période qui est très particulière. Moi, je le vois, là j'ai fait un cours il n'y a pas longtemps pour l'IUT de Sceaux. On est en face d'étudiants qui sont un peu marginalisés. C'est vrai que l'institution universitaire, je la comprends aussi, a du mal à répondre à cette crise-là parce que l'enseignement, c'est quelque chose de très intellectuel, mais c'est quelque chose de très physique aussi. Je veux dire, il y a un vrai échange quasi énergétique dans un amphithéâtre. Et malheureusement, même si, bon, c'est pas moi qui vais critiquer Zoom ou tous les logiciels qu'on peut trouver, parce que la technologie, là, c'est des choses extraordinaires, mais c'est vrai que c'est un complément exceptionnel, mais ça ne peut pas se substituer à cela. Et tout le monde l'a compris, même les plus fervents technophiles, que c'était pas l'avenir à 100%, ne pouvait pas être par le digital. Et donc ça, c'est vrai qu'on se retrouve avec des étudiants qui, non seulement dans les cursus juridiques, peuvent avoir cette espèce de peur du vide, parce que, comme on l'a dit plus tôt, les études de droit ont cet extrême avantage d'être très larges et d'être très inclusives, en fait. Ce mot inclusif est très à la mode, mais finalement, au niveau académique, le droit, c'est vraiment, pour le coup, la filière qui, quel que soit votre horizon, votre parcours, peut vous accueillir et peut vous apporter quelque chose. Parce que c'est vrai que, typiquement, les sciences économiques, la biologie, tout ce qui est technique, etc., tout de suite vous met dans une filière, et puis ne vous enferme pas, mais bon, vous donne une certaine destinée. C'est vrai que pour le coup, en droit, je vous dis, naturellement, beaucoup d'avocats, de magistrats, etc., mais j'ai certains amis qui sont devenus, qui sont partis en gendarmerie, d'autres partis à l'armée, d'autres devenus consultants, d'autres devenus dans la finance. Enfin, vous avez aussi des gens qui bifurquent après la licence et se disent je veux d'autres horizons, mais qui gardent un peu cette première expérience juridique. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Donc, effectivement, un conseil pour ceux qui sont dans une logique professionnelle, qui se disent voilà, moi je veux être magistrat, je veux être huissier de justice, je veux être notaire, je veux être avocat. Enchaînez les stages, allez voir un peu comment ça se passe, et puis comme ça, vous emmagasinez de l'expérience pratique. Mais n'oubliez pas le théorique. Et le conseil plutôt pour ceux qui sont dans une logique plus je suis venu en droit et il n'y a pas d'honte, parce que bon, je pense qu'il faut pas se leurrer. Il y a beaucoup de gens qui vont vous dire non, mais j'ai eu une rencontre, etc. Non, vous ne saviez pas ce que vous aviez envie de faire, vous aimiez bien la maquette de la fac de droit et vous êtes allé en droit. Et ben, c'est pas grave, c'est aussi une très bonne chose. Donc, mais du coup, de ne pas céder à cette panique, et au contraire, et je rejoindrai un peu le premier conseil que j'ai donné pour ceux qui ont vraiment un objectif très prioritaire, allez voir ce qui se passe aussi sur le terrain, ça peut être très intéressant, mais aussi se concentrer sur l'effort intellectuel que demande la fac et de laisser le temps au temps. Moi, je me rappelle très bien, si vous aviez parlé du mot déclic il n'y a pas longtemps, la 3e année pour moi a été le vrai déclic. C'est en 3e année où j'ai compris que j'étais un juriste. Pouvez-vous nous indiquer le jour où vous avez prêté serment et quels souvenirs vous en gardez ? Alors, j'ai prêté serment le 14 avril 2018, j'espère que je ne me trompe pas, mais je regarde un excellent souvenir. C'était vraiment j'ai eu la chance en plus de le faire en présentiel et non pas malheureusement derrière un ordinateur. Mais bon, j'ai foi quand même à ce que le barreau organise après une séance de rattrapage, parce qu'il faudra quand même formaliser ça physiquement. Mais bon, c'est vrai que moi j'ai eu la chance d'avoir cette belle cérémonie à la cour d'appel. Avec mes parents, c'était un très bon souvenir, à la fois professionnel, familial, et puis un bon petit repas en face à la brasserie du Palais. Ça dure très longtemps quand même, on ne se rend pas compte. C'est vrai que le public assiste à l'audience solennelle, mais après il y a tout le briefing de l'ordre. Alors ça, les avocats aiment bien parler, donc c'est vrai que ça peut être long. Dans quel type de structure avez-vous commencé vos activités et quel était votre rôle ? En tant qu'avocat, moi j'ai commencé dans une petite structure de niche, un petit cabinet qui est toujours centré autour du segment TMT, donc technologie, médias, télécom. Donc vraiment quelque chose de très spécifique. Un cabinet fondé par une avocate qui a vraiment eu cette vision très tôt
du développement de ces activités de technologie et puis également du désert entre guillemets juridique qui existait autour de ce secteur qui pourtant a bouleversé chaque aspect de nos vies. Et donc c'est quelqu'un qui a eu cette idée de fonder cette petite boutique et qui s'est fait un nom sur la place parisienne. Et c'est vrai que voilà, ça a été... après Linkletters, moi je pensais à tout type de structure, mais c'est vrai que quand j'ai vu cette petite structure très audacieuse sur certains aspects, qui essayait de développer des activités, notamment en Afrique, sur des secteurs aussi de pointe, je me suis dit ça peut être intéressant. Et puis c'est vrai que moi j'ai été recruté également pour développer une pratique spatiale. Et ça a été un peu le détonateur. Je me suis dit mais ça peut être extrêmement intéressant. J'ai commencé ma carrière dans les télécoms, mais mon master 2 c'est activités spatiales et télécoms. Donc ça peut être aussi intéressant de repartir sur cette industrie-là. Et voilà comment ça s'est fait. Et où exercez-vous maintenant ? Alors maintenant, moi, j'ai quitté ce cabinet et donc j'ai fondé ma propre structure. Donc là, c'est une activité individuelle qui démarre. J'ai ma petite pratique spatiale aussi avec le fameux Space Avocat. Donc voilà, je lance les activités là avec des clients qui me suivent sur les aspects soit télécom et technologie, et puis aussi sur les aspects spatiaux. Quel est pour le moment votre meilleur souvenir ou vos meilleurs souvenirs professionnels ? C'est vrai qu'il y en a quelques-uns. Je pense qu'il y a forcément des souvenirs très forts en Inde. Ça, c'est vrai que la première fois que je me suis retrouvé à la Cour suprême d'Inde, ça a été très fort, ça a été un très gros choc, parce que c'est vrai que j'ai découvert déjà des juridictions de common law, entre guillemets, parce que bon, le droit indien est extrêmement mélangé, métissé sur ces aspects-là, mais bon, c'est une autre cour que par exemple la Cour de cassation ou le Conseil d'État. C'est une autre façon aussi de présenter la justice. Ça grouille, c'est vraiment pour le coup... alors eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui parfois l'appellent le cirque, mais c'est vrai qu'il y a maintenant un peu, ça s'est un peu polissé parce qu'avec le Covid aussi, à un moment on me racontait que c'est beaucoup plus maintenant silencieux, mais c'est vrai que c'est une justice vivante et la controverse est très forte et du coup les avocats en plus ont un côté très c'est comme nous, mais c'est vrai que c'est une vision parfois peut-être un peu plus ancienne de ce qu'on a pu connaître dans nos juridictions en Europe. Et c'est vrai que les avocats sont des personnages, notamment dans la Cour suprême où ils sont quand même assez peu. Et donc ça donne des audiences qui sont hautes en couleurs. Et c'est toujours drôle parce que ce soit du côté des magistrats, là pour le coup des magistrats de Cour suprême que des avocats, il y a une complicité aussi. C'est vrai que chaque côté de la barre en tout cas s'amuse un peu de l'autre. Et donc il y a cette ambiance à la fois très, très solide. C'est des gens moi, j'ai vu des argumentations extrêmement élaborées et ils ont cette capacité du fait du pluralisme des sources du droit indien de jongler avec même un esprit comparativiste qui est très 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 impressionnant. Moi, je me rappelle avoir rédigé des notes notamment sur la laïcité en France pour justement des aspects de droit religieux hindou et c'était sorti à la Cour suprême à titre vraiment de comparaison. Donc c'est des gens qui ont une grande plasticité dans leur métier mais qui sont aussi très exubérants. Donc ça donne des audiences très particulières et ça c'est un très très grand souvenir. Après effectivement il y a aussi un très beau souvenir aussi, plus petit dans son amplitude, mais très intéressant. C'est aussi le premier deal auquel j'ai participé. Alors là, c'était quand j'étais stagiaire avec Paul Linière. Et c'est vrai que on est extrêmement fiers de voir le travail pour lequel on a donné quelques heures, voire beaucoup plus, arriver à quelque chose de très concret. Et donc voilà, c'est ce côté à la fois découverte de l'étranger et puis découverte aussi du métier. Ça fait vraiment des souvenirs impérissables, ça c'est clair. Je souhaite à travers ce podcast bien faire comprendre les spécificités de votre profession. Sachant que vous intervenez dans des jurys de concours d'éloquence, qu'est-ce que l'éloquence pour un avocat, selon vous, et comment l'utiliser au mieux ? Vaste question. Oui, effectivement, c'est une vaste question, mais capitale. Parce que c'est vrai que maintenant, et surtout à l'heure du Covid, la profession est très écrite. Je souhaite qu'on puisse revenir à un juste équilibre. Il faut de l'écrit naturellement, surtout avec la technicité des contentieux et des affaires qu'on traite. C'est vrai qu'on peut avoir un accompagnement
l'accompagnement oral, mais notamment dans les activités de conseil, il y a un travail rédactionnel qui est crucial. Mais effectivement, l'éloquence, alors l'éloquence, paradoxalement, et pour l'avoir vu à l'œuvre, et notamment que ce soit en Inde ou dans d'autres expériences, c'est d'abord l'écoute, paradoxalement. L'éloquence, pour moi, c'est d'abord le silence, en fait. Il y a une vraie différence entre, et on le voit tout de suite, entre la personne qui souhaite occuper l'espace, avoir quelque chose qui fait mouche, et qui peut parfois maladroitement aussi, en essayant de faire un peu un esprit de plaquage, de dire je vais occuper le terrain, et comme ça je serai éloquent. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a un travail un peu à rebrousse-poil qui est de se dire, voilà, là il faut que je me taise, il faut que je fasse silence et que j'écoute à la fois, puisque souvent on est face à quelqu'un, écouter ce que dit la partie adverse, et puis aussi se laisser le temps d'apprécier également le silence. Ça fait un peu cliché de dire qu'il y a des silences éloquents, mais c'est absolument vrai. Moi j'ai eu la chance d'être en école d'art dramatique avec Jean-Laurent Cochet, et c'est vrai que c'était un de ses préceptes d'être à l'aise avec le silence. Et ça notamment, c'est quelque chose que j'aime bien faire aussi, typiquement à Paris Sud, à Jean Monnet, avec Lysia. J'aime bien aussi jouer de ces silences-là, et je suis très très heureux de voir des jeunes orateurs ne pas avoir peur de ce silence maintenant, de même essayer de se départir du papier. C'est vrai que je suis très attaché à l'improvisation, ou en tout cas à une improvisation maîtrisée, parce qu'effectivement on peut avoir un plan, ça pose pas de problème, mais c'est vrai que souvent le discours écrit, alors on passe tous par l'étape discours écrit, mais c'est vrai que j'engage souvent les jeunes orateurs à se départir le plus vite possible de ce papier qui, si au début il peut apparaître comme étant un marchepied intéressant, n'en reste pas moins un marchepied. Donc il vous cantonne un peu. Et c'est vrai que quand vous apprenez à vous départir de ça, là vous devenez vraiment éloquent, parce que cette maîtrise du sans-papier, de l'absence de support écrit qui vraiment physiquement même vous plonge vers la table. Vous ne regardez pas les gens, vous regardez la table. Alors ça, c'est quand même vraiment compliqué d'être éloquent sans avoir une relation finalement avec la personne avec laquelle vous parlez. Et ça se conjugue avec cette recherche aussi du silence et de l'écoute. Parce que, par exemple, et ça c'est vrai que ça fait aussi un peu écho à mes années en art dramatique, c'est vrai que le public vous parle, même s'il est silencieux. Et ça se voit particulièrement chez Lysias. Les gens sont là, et c'est vrai que je dis souvent ça aux candidats, et je le crois profondément, le public hostile, ça n'existe pas. Et c'est vrai que les gens ont souvent peur de ça, ils se disent « Oui, mais les gens vont regarder, vont me juger ». C'est pas vrai. Les gens, quand ils voient quelqu'un arriver sur scène, ils sont avec vous. Après, c'est à vous de gérer la relation et de faire qu'ils ne vous détestent pas, et de faire qu'ils ne soient pas indifférents. Parce que c'est la pire des choses, c'est qu'ils deviennent indifférents à ce que vous dites. Mais ça, c'est votre responsabilité en tant qu'orateur. Mais justement, il faut du coup écouter cette pulsation du public, et puis écouter aussi votre adversaire, ou en tout cas la personne qui travaille avec vous, parce que on le voit avec Lysias, même s'il n'y a pas de disputation en direct, puisqu'il y a l'affirmatif parle, le négatif parle, mais voilà, il y a quand même ce jeu de réponse et ce jeu d'écoute nécessaire. Alors, je regrette de ne pas avoir de caméra parce que l'éloquence passe par le verbe, mais aussi par les gestes, et là, j'en ai eu quelques-uns. C'est le sudiste, ça qui parle. Les avocats font partie des professions réglementées dans le secteur juridique, comme les notaires, les huissiers que vous connaissez bien, et autres commissaires-priseurs. Quels sont les vecteurs de communication dont vous disposez ? C'est vrai que traditionnellement, la publicité et la communication au sens large, c'est quelque chose qui est très réglementé, et qui a été longtemps un peu tabou dans la profession d'avocat. Bon, maintenant, c'est quand même largement libéralisé à ce niveau-là, pour nous en tout cas les avocats. Alors au niveau de la communication, d'abord, la première des communications, enfin en tout cas pour moi, c'est votre relation client. C'est-à-dire, est-ce que votre client est content de ce que vous faites, et du coup il va en parler à ses contacts, et le bouche à oreille va faire qu'on va venir vers vous. C'est bête, mais c'est la base. Après, plus perfectionné, vous avez tout ce qui est site internet, la plaque, c'est bête, mais la carte de visite. Moi, je suis
Je suis un féru de la carte de vœux aussi. C'est vrai que moi, c'est mon côté un peu vieux jeu à ce niveau-là. Mais c'est vrai que c'est un déclic que j'ai appris enfin, c'est un réflexe plutôt que j'ai appris dans les affaires publiques. Et je trouve que c'est très intéressant parce que, à la fois, c'est un plaisir aussi de correspondre avec certaines personnes avec lesquelles on n'a pas l'occasion forcément d'échanger tout le long de l'année. Mais il y a un côté utilitariste, mais il y a un côté aussi plaisir aussi d'envoyer quelque chose, d'écrire quelque chose, puis d'avoir une relation qui se perdure. Et puis après, il y a des médias, il y a des moyens plus élaborés, comme par exemple la recherche. Moi, c'est vrai que notamment en spatial et en télécom, je m'astreins à faire de la recherche, soit pour l'Exis, pour les juristes classeurs, etc., d'essayer de participer à des événements de l'Agence spatiale européenne, d'écrire quelque chose, voilà, pour réfléchir aussi sur ma pratique, et forcément, ça vous fait connaître aussi. Et puis après, il y a l'aspect un petit peu plus 2.0, moi, que j'affectionne particulièrement, c'est tout ce qui est réseaux sociaux, et notamment Instagram, etc. Moi, c'est vrai que je considère que Instagram a cette qualité, notamment pour la profession d'avocat, qui est qu'en fait, c'est un outil très malléable. On peut en faire vraiment ce qu'on veut, donc ça veut dire qu'on peut vraiment aussi l'adapter à ces exigences déontologiques, hein. Mais on peut aussi en faire quelque chose d'assez audacieux et intéressant. Et je vois beaucoup de confrères qui maîtrisent ce réseau avec brio. Mais c'est vrai que également nos confrères anglo-saxons, là, pour le coup, ont un cran d'avance sur nous. Mais ça se libéralise, ça se modernise, et c'est vrai que les réseaux sociaux ont ce grand intérêt. LinkedIn aussi fait partie des références, et c'est intéressant de voir la profession réglementée, certes, mais voilà, avec raison, appréhender ce genre de médias qui sont importants, parce que c'est aussi le service public de la justice. Le client, il a besoin d'être informé, et c'est vrai que le client maintenant, il va plus regarder Instagram ou Twitter ou les réseaux sociaux que d'acheter une revue spécialisée, etc. Ça, c'est sûr qu'il faut être présent sur ces terrains-là. Avez-vous une idée des autres canaux de communication qui pourraient vous mettre encore plus en lumière, en plus de ceux évoqués ? C'est vrai que là, bon, c'est une question assez particulière. Oui, c'est vrai qu'on est un avocat, et surtout quand on est installé de manière indépendante, on cherche un peu à se démarquer. Donc c'est vrai que c'est une quête un peu permanente de quel va être le nouveau moyen de communication. Alors c'est vrai que les réseaux sociaux, comme je l'ai dit, fait partie des champs d'investigation, et puis c'est vrai qu'on voit tous les jours que ça se modifie, que les usages se modifient. Donc là, c'est un peu être à l'écoute aussi, alors d'un marché, si on peut utiliser ce mot, mais en tout cas de la population intéressée par les services juridiques. Je crois aussi beaucoup, notamment dans les secteurs industriels un peu particuliers, à tout ce qui est événements en ligne, tout ce qui est même événements présentiels, les salons, etc. Moi, c'est quelque chose que j'aime faire, parce que la rencontre des industriels et des start-upers, des innovateurs, c'est notamment dans cette niche télécom, espace, technologie, c'est crucial, parce qu'il y a comme on l'a dit, c'est très technologique, mais le lien humain est très important. Et c'est vrai que moi, c'est ça qui m'intéresse. Sur ces aspects-là, dans cette pratique très spécialisée, j'essaie d'avoir une vision non seulement juridique, mais aussi industrielle du droit que je pratique. Le droit est très, à la différence d'autres secteurs peut-être, mais le droit de ces industries qu'on appelle en réseau pour les télécoms, etc., c'est un droit qui est façonné d'abord par la technologie. Et c'est vrai que quand la technologie change, le droit change. Et ça, c'est très très fort dans ces secteurs-là. Le spatial, n'en parlons pas. Et donc, il vous faut avoir cette curiosité et cette appétence. Et ça part aussi parfois. Moi, je me rappelle, vous parlez justement de souvenirs professionnels marquants. Moi, je me rappelle avoir pris part à un séminaire au Luxembourg sur le space mining, donc l'exploitation minière de l'espace. Alors et c'était extrêmement intéressant, parce que j'étais à côté de représentants de grandes compagnies minières, etc., et qui sont tombés des nues en me voyant. Mais vous êtes avocat, mais qu'est-ce que vous venez faire là? Et c'était extrêmement intéressant de voir les nouvelles technologies, tous les procédés industriels qui étaient certainement au stade de prototype, mais qui étaient déjà voilà, cette vision très industrielle des choses, mais qui finalement a aussi un impact dans mon métier. La langue française est partie intégrante de votre métier. Il y a maintenant un petit rituel dans ce podcast pour chaque invité, c'est de connaître le mot ou l'expression peu usitée que vous appréciez tout particulièrement. Alors ça, ça déjà, pour la transparence totale, quand vous m'avez envoyé cette question-là, je me suis dit, mais bon sang de bois, quelle est mon expression peu usitée? Alors moi, il y a une expression que j'aime bien,
c'est tout ce qui est, c'est guerre picrocolline. J'aime bien cette expression parce que déjà, elle est. Alors, je l'utilise assez rarement, je le confesse, mais je l'utilise de temps en temps, notamment quand je vois que certains clients ont envie d'en découdre sur des petites choses. Et c'est vrai que parfois, je leur dis, il faut au contraire avoir une attitude plus offensive. Mais parfois, et ça se voit notamment dans le secteur des technologies, hein, paradoxalement, c'est des industries qui peuvent bien aimer parfois le combat judiciaire. Et il faut arriver aussi parfois à montrer à son client une autre voie que la voie juridictionnelle. Et c'est vrai que ce terme est intéressant pour ça. Puis j'aime bien ce panache. Vous pouvez nous le redire d'ailleurs, parce qu'il est passé assez brièvement. Pardon, oui. Guerre picrocolline. Il vient de Rabelais. Et c'est vrai que bon, le mot en lui-même est extraordinaire parce que c'est une espèce d'agglomérat de grec ancien. Enfin, c'est vraiment, là, vous avez on parle de langue française, c'est le côté extrêmement technique. Ouais, c'est le côté extrêmement sophistiqué de la langue française à ce niveau-là, qui arrive à inventer des termes, bon, un peu saugrenus, mais qui qualifient quelque chose de vraiment très précis. C'est vraiment la guerre déclenchée pour des motifs en futiles. Et c'est vrai que je trouve ça assez génial, hein. Et c'est aussi une façon d'aborder le monde qui est très iconique, parce que quand vous voyez l'inverse qui est plutôt la langue anglaise, que j'apprécie aussi beaucoup, mais la langue anglaise, c'est vrai, est plus sur des compositions de mots pour créer une nouvelle expression. Alors que c'est vrai que la langue française va essayer de chercher le mot, et là effectivement, il y a voilà. Puis il y a ce côté un peu, oui, le mot audacieux est peut-être mal choisi, mais il y a ce côté un peu flamboyant, moi, qui me plaît bien aussi de temps en temps. Il faut en mettre un peu parfois de flamboyant dans la vie, hein. Donc, ouais, guerre picrocolline, effectivement. Alors, à l'inverse, quel type de langage à l'oral n'appréciez-vous pas beaucoup ? Alors, ça peut paraître extrêmement bizarre, mais c'est l'erreur que j'entends de moins en moins, mais je l'entends quand même de temps en temps, sur primer. Primer sur. Les gens aiment bien mettre sur après primer. Alors ça, c'est quelque chose, et c'est quelque chose qui pourtant initialement auquel je ne prêtais pas du tout attention, mais c'est en licence de droit à Avignon, où une professeure était extrêmement gênée par ce tic qu'avaient certains étudiants. Et par effet de transfert, je l'ai pris à mon compte. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'entends primer sur, mais pourquoi dire primer sur ? Parce que primer déjà intègre cette notion de sur. Donc pourquoi rajouter ce nom après ? Bon, après ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est vrai que je me suis aussi beaucoup creusé la tête, hein, pour cette question. Vous êtes dur, hein. Mais effectivement, primer sur peut être la faute qui me dérange un peu. Mais bon, après je suis pas un intégriste, hein, du langage. L'idée, c'est d'essayer de s'améliorer. Et grâce Exact. à vous, maintenant, on va éviter de faire certaines erreurs. Pour conclure cet épisode, y a-t-il une question à laquelle vous aimeriez répondre et que je n'aurais pas posée ? Ça serait peut-être une question liée à ce que l'on traverse actuellement. Comment est-ce que je vois en tant que jeune avocat la crise actuelle, et est-ce que je suis inquiet ou pas ? Alors naturellement, on va pas se mentir, je pense que tout le monde a une inquiétude sur ce qui se passe actuellement. Mais je pense aussi que derrière les drames qui se nouent à l'heure actuelle, il y a toujours des opportunités, il y a toujours quelque chose qui se passe. Et c'est notre responsabilité, nous, en tant qu'avocats, d'animer cela. Il y a un vrai débat juridique, légal, au niveau sociétal qui se pose à l'heure actuelle. Et puis, il y a aussi de vrais besoins de la part des justiciables que justement l'œuvre de justice continue, malgré la crise, malgré toutes les restrictions que l'on peut voir, malgré les possibles confinements, malgré les couvre-feux, etc. Et c'est vrai que, on parlait des étudiants tout à l'heure, en tant que jeune professionnel et que jeune avocat qui tente une aventure entrepreneuriale avec la création de cette activité indépendante, certes il y a une inquiétude, il peut y avoir aussi une angoisse, il faut être tout à fait honnête avec soi-même, mais il y a aussi un espoir, parce que cette crise-là ne durera pas indéfiniment.
et parce que, plus que jamais, la profession d'avocat est extrêmement pertinente et elle montre sa pertinence, d'une part pour accompagner, je pense aux entreprises, etc., je pense à mes confrères spécialisés en procédure collective qui malheureusement ont un travail majeur d'accompagner ces entrepreneurs qui malheureusement souffrent, jusque parfois malheureusement dans leur chair, de ce qui se passe actuellement. Et puis d'accompagner aussi ceux qui entreprennent. Moi, j'ai la fierté d'accompagner des startups, notamment dans le secteur du spatial, qui pourtant on pourrait dire en ce moment, ces grands investissements risqués, c'est peut-être pas le bon moment. Et pourtant, si, les gens gardent la confiance, et ça, c'est la chose la plus importante. Et effectivement, si j'avais une question de choix, ça serait de ça. Ça serait de comment j'aborde cette crise du Covid. Effectivement, il y a une gravité, il y a une peur qui est tout à fait naturelle, mais je pense qu'il faut avoir cette confiance parce que il y a d'autres jours qui arriveront. Ça peut paraître un peu cliché de dire ça, mais c'est vrai parce qu'on entend dans les médias toute la journée, on nous rabâche, on compte les morts, on compte les contaminés, etc. Mais il y aura aussi un après ça. Le génie de l'humanité, c'est quand même d'arriver à surmonter toutes ces crises-là. Et donc effectivement, sans nier la réalité actuelle qui est très grave, pour un jeune avocat, c'est aussi une période charnière, et pour tout le monde c'est une période charnière dans sa vie, mais c'est vrai que la profession d'avocat montre sa pertinence dans cette période-là, tant pour la société que pour l'individu qui est frappé par la vie, et puis aussi spécifiquement par cette crise. Suite à cet enregistrement, si des personnes souhaitent prendre contact avec vous, comment doivent-elles faire ? Bon, voilà, j'ai la chance d'avoir un prénom qui vous me faisiez observer, qui est assez rare. Donc, New Meissner sur Google, ça, vous trouvez vite sur la page LinkedIn. Sinon, c'est vrai que pour les plus connectés de vos auditeurs, il y a Space Avocat sur Instagram, effectivement, que vous pouvez suivre avec grand plaisir. Et puis, sur Internet, ils trouveront mes coordonnées facilement sur LinkedIn. Ça pose aucun souci. Je vous remercie beaucoup pour cet entretien. Merci et je vous souhaite une très bonne continuation. Merci beaucoup.